Lyon, ma ville natale. J'étais loin de me douter des événements extraordinaires qui se sont déroulés ici, il y a en somme peu de temps. Qui se souvient? Personne, ou presque. Et pourtant, quel bruit à l'époque, quel tapage, quelle admiration et quel scandale autour d'un homme, d'un seul, dont la vie et les événements sont tout simplement incroyables. Le nom de Nizier Anthelme Philippe, appelé Maître Philippe de Lyon par ses amis, ne fut plus prononcé, sauf dans quelques cercles intimes. Aujourd'hui, un siècle après sa mort, on chuchote à nouveau son nom. De nouveaux livres sortent, des conférences se tiennent, et maintenant, un film. Si on cherche bien, on peut trouver dans un coin de la ville que sa mémoire est toujours vivante. J'avais envie de faire son portrait depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec le centenaire. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait son centenaire bientôt. C'était une envie. Il y a un certain temps que j'ai envie de faire une série de personnages comme ça. Et bon, Maître Philippe étant le plus, disons, représentatif individu d'une série d'êtres qui s'intéressent à une dimension spirituelle ou qui ont contact avec l'esprit, si l'on peut dire, bon, j'ai commencé par lui, quoi. Puis le reste peut-être viendra par la suite. Mais il n'est pas simple à saisir, ce Maître Philippe. Il y a des moments magiques quoi, quand on peint. Il y a des moments où c'est plus nous qui peignons, c'est quelque chose qui... Nous, on fait le geste en tant que peintre, mais il y a quelque chose qui passe et qui s'inscrit dans la matière et dans la forme, qui ne nous appartient pas, quoi. C'est-à-dire, ce que j'aimerais bien arriver avec Philippe, c'est pour ça que je disais, ce serait bien qu'il me file un coup de main un petit peu, dans la mesure où je ne suis qu'un émetteur-récepteur. Nizier Anthelme Philippe est né en Savoie en 1849, le 25 avril, à l'époque où la Savoie était encore italienne, dans une très modeste famille paysanne, la famille Philippe, qui habitait donc le hameau des Rubatiers sur la commune de Loisieux. Il est l'aîné de 5 enfants. Ses parents se nomment Joseph et Marie, ce qui est déjà une première singularité dans son existence. Sur cette photo, on peut voir la chambre où il est né, ici, la plus au-dessus. Donc le jour de sa naissance, on rapporte qu'il y avait une étoile anormale qui brillait dans le ciel. Mais je pense tout à fait que c'est une légende, puisque on a amalgamé, peut-être pour crédibiliser l'histoire un petit peu, peut-être aussi, on a amalgamé l'histoire de ses parents qui avaient aussi les prénoms de Joseph et Marie, un petit peu comme Jésus. Mais dans toute sa vie, en fait, on va trouver des rapprochements avec le Christ et pas seulement avec les prénoms de ses parents. On ne sait pas grand-chose, en fin de compte, de son enfance campagnarde. Si ce n'est qu'il gardait un troupeau de moutons, si ce n'est que dès l'âge de 6 ans, il intriguait le curé du village par certaines de ses manifestations, si ce n'est qu'à l'âge de 13 ans, il avait déjà certains dons, puisqu'il dirigait ses petits collègues, je pense, de l'école, de leurs maux, de leurs petits malaises. Tout ce que l'on sait aussi, c'est qu'il avait un peu la nostalgie du pays, parce qu'étant à Lyon, il aimait bien revenir voir sa maison familiale,
ses parents. Et quand on s'imagine le transport, les moyens de transport à l'époque, parce qu'aujourd'hui Lyon-Loisieux se fait en 1 heure par l'autoroute, mais aux 3/4 du 19e siècle, c'est encore en diligence. Donc il fallait 1 jour pour venir, 1 jour pour repartir. C'était des voyages qui étaient tellement longs et fastidieux à l'époque. Je dirais que Maître Philippe est resté et restera pour les gens de la commune et les gens des environs un personnage mystérieux, mythique et mystérieux à la fois. Ne croyez pas que je sois venu vous apprendre quelque chose de nouveau. Tout ce que je dis se trouve écrit dans l'Évangile, mais voilé à dessein. Toutefois, les évangiles se sont transmis avec quelques modifications peu importantes, sans que le sens s'en soit altéré. Dieu ne l'aurait pas permis. Le petit Ligier Anthelme Philippe, contrairement à ce qu'ont dit certains auteurs d'aujourd'hui, a bien appris à lire, à écrire avec le curé du village. Et le curé est impressionné par cet enfant, un enfant qui est indiscutablement très intelligent, mais qui a des pouvoirs extrêmement curieux. Dès qu'il a 5 ans, il va garder les bêtes au champ. Et il prend un bâton, généralement de coudrier, puis il trace autour du troupeau un cercle fictif dont les bêtes ne vont jamais s'évader. Vers l'âge de 14 ans, ses parents, qui ont en charge donc une famille de 5 enfants, l'envoient à Lyon, chez un oncle qui tient une boucherie dans le quartier de la Croix-Rousse. Cet oncle s'appelle Vachot, et l'adolescent Philippe se rend donc à Lyon, pieds nus, dit-on. Il devient commis, apprenti chez son oncle boucher, et il l'aide dans l'arrière-boutique, il fait les courses du magasin, bref, il participe à la vie de la famille et du commerce de la famille Vachot, son oncle maternel, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Dans le même temps, il s'inscrit dans une école de père mariste, où il prend des cours et dont il sortira muni d'un certificat de grammaire, ce qui est tout de même tout à fait honorable pour le fils de paysan qu'il était, à qui son curé a sans doute appris tout au plus des rudiments de lecture et d'écriture. Il soigne déjà, nous le savons, les ouvriers en soie de la Croix-Rousse, les canuts. Nous savons qu'il s'agit des canuts parce que plus tard, ils témoigneront pour lui lorsqu'il sera attaqué par la médecine officielle. Nous avons donc leurs noms, leurs adresses, Montée de la Grande Côte, Jardin des Pierres Plantées, etc. Qu'ont-ils ? Eh bien, ils disent qu'ils ont un cancer, qu'ils ont de la phtisie, qu'ils ont des états bronchiteux. En réalité, faisons-nous l'avocat du diable, nous ne savons pas ce qu'ils ont. Mais ce que nous savons, c'est que ce sont des abandonnés de la médecine. La faculté, les médecins ont dit ils sont inguérissables, ils vont chez Philippe, chez lui, ils sont guéris. À partir de 1869, Philippe a 20 ans, nous avons des témoignages tout à fait documentés. Et j'ai ici quelques attestations de guérison qui sont des documents tout à fait intéressants pour une raison simple, c'est qu'ils ont été produits devant notaire. Et ils ont été produits devant notaire afin de servir comme pièce à décharge lorsqu'il a été inculpé du chef d'exercice illégal de la médecine. Et j'en ai notamment un ici qui me paraît tout à fait significatif, qui est daté du 10 septembre 1869. Voici ce que dit le témoin. Moi, François Dupont, domicilié à Vaux-en-Velin, rue de Villeurbanne. Je reconnais que le sieur Philippe, rue de Vendôme numéro 119, a guéri ma petite fille, âgée de 2 ans, qui était malade depuis 3 mois. Et il y avait 2 jours qu'elle ne mangeait rien, et ses yeux étaient tout à fait troubles, ni ne mangeait, ni ne pouvait parler. Les médecins n'ont rien pu faire. Et ici, donc, le témoignage est tout à fait poignant. Mon épouse, sa mère, se décidait à aller trouver M. Philippe. Donc, il l'a guérie de Lyon, sans la voir, sans remède et sans la toucher. C'est signé François Dupont, Lyon. Voilà. Alors il y a un autre témoignage
qui émane d'un homme qui semble avoir une certaine aisance matérielle. J'aimerais le retrouver. Où il explique que les médecins l'ont ruiné en traitement de toutes sortes qui n'ont pas été efficaces et que M. Philippe, lui, a obtenu sa guérison gratuitement et très rapidement. Voilà, c'est celui-ci. Je sous-signé Reynaud, tisseur, déclare que ma femme étant malade depuis 12 ans, elle a consulté un grand nombre de médecins qui m'ont réduite à la misère et ne lui ont donné aucun soulagement. J'ai entendu parler de M. Philippe, monté du Griffon numéro 7. Je la lui ai envoyée, le 26 janvier 1869. Il avait donc 19 ans. Et elle s'en trouve très bien, guérie et gratuitement, en foi de quoi je lui délivre le présent certificat pour servir à la vérité. Lyon, le 18 mars 1869, signé Reynaud. Voilà un témoignage encore tout à fait émouvant. Il se trouve un jour à Gorge-de-Loup vers Vèze actuellement. C'est la campagne à l'époque et il se trouve dans une famille désespérée qui vient de perdre un petit bonhomme, un petit garçon de 7 ans. 2 médecins sont là qui signent le permis d'inhumer et qui constatent la mort clinique. Or, Philippe s'avance vers le petit lit où repose le petit cadavre. Puis, ses yeux noisettes devenant bleus, d'une voix de stenteur, lève-toi et marche. C'est sans doute dans un décor comme celui-ci qu'a eu lieu cet événement. Jean-Baptiste Ravier rapporte. Le début de notre histoire se situe dans une cour où des menuisiers s'affairent à préparer un cercueil, un petit cercueil, pour un enfant. J'étais l'un de ces menuisiers. 2 médecins sortent de l'immeuble par la porte principale et sont encore en pleine discussion. On n'a vraiment rien pu faire pour le sauver, cet enfant. La science est encore bien faible. De toute façon, même prévenus plus tôt, nous n'aurions pas pu le sauver. Les 2 docteurs passèrent le porche, quand aussitôt 2 jeunes hommes les croisèrent comme pressés. Un homme d'une 40aine d'années les fait entrer. Manifestement, ils se connaissent. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances, à vous et à Madame Chapas. Comme tu es gentil, Nizier. Viens, mon garçon. Il est allongé sur son lit. Nizier Philippe entre dans la pièce, se signe, fait asseoir tout le monde. Il cherche autour de lui Madame Chapas et lui demande « Me donnes-tu ton fils maintenant ?» Elle lui répond « Oui », sans bien comprendre ce qui arrive. Alors Nizier Philippe s'approche du lit, se concentre, debout, puis lance « Jean, je te rends ton âme. » Et l'invraisemblable se produit. Le défunt, blanc, reprend à mesure sa couleur de vivant, voit Nizier Philippe et lui sourit. Émotion et joie dans l'assistance. J'ai assisté à la scène. De ce jour mémorable, je n'ai plus jamais quitté le maître Philippe. La résurrection de M. Chapas étant petit est importante. Donc Jean Chapas qui devient beaucoup plus tard, le disciple préféré de M. Philippe. Jean-Baptiste Ravier est témoin. D'ailleurs, tous les gens qui entourent M. Philippe, tous les témoins qui ont rapporté des écrits, sont des gens dignes de foi. Je veux dire, par exemple, Claude Laurent, lui, est huissier de justice. C'est le type cartésien par excellence. Et il va rapporter des choses tout à fait extraordinaires, anecdotiques, évidemment sans explication, mais anecdotiques sur le personnage. Je ne tente pas de dire que Philippe ressuscite un mort. Il ne va pas contre les lois de Dieu. Mais 2 médecins étaient là, qui ont fait des études, et qui ne sont pas capables de déceler ce qu'on appelle aujourd'hui la demi-mort, qui n'est qu'une mort clinique. Lui a su que l'enfant était vivant, il l'a réveillé de sa léthargie.
Et il va continuer de soigner, ne demandant jamais un sou à ceux qu'il soigne. L'étape suivante va le conduire, en 1874, à s'inscrire à l'Hôtel-Dieu, à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Il s'inscrit comme officier de santé avec son certificat de grammaire qu'il a obtenu quelques années auparavant chez les pères maristes. Et fin 1875, on ne l'autorise pas à renouveler son inscription, puisqu'il a été entre-temps dénoncé comme charlatan et comme pratiquant la médecine occulte. Il semble que M. Philippe, lorsqu'il était à l'Hôtel-Dieu, ait soigné de manière peu conventionnelle des malades. Alfred Hael rapporte. Un jour, il avisa un malade qui pleurait dans son lit parce qu'on devait lui couper la jambe le lendemain. Il lui assura que l'opération ne se ferait pas et lui fit promettre de ne rien dire. Le lendemain, le chirurgien stupéfait constata que le malade était en voie de guérison et il demanda ce qui s'était passé. Le malade répondit « C'est ce petit monsieur brun qui m'a vu. » Un autre jour, il avisa 3 soldats qui avaient la fièvre typhoïde au dernier degré. On attendait leur mort d'un moment à l'autre. Le maître, s'approchant de leur lit, leur dit « On vous considère comme perdus, ne le croyez pas. Vous guérirez tous les 3. Demain, vous entrerez en convalescence et vous serez envoyés à Longchêne. » L'un des soldats lui dit « Merci, monsieur. Mais vous êtes certain que nous puissions échapper à notre terrible maladie ? Ne craignez rien, je vous l'affirme. » Le lendemain, les soldats entrés en convalescence, ils furent envoyés à Longchêne et ils guérirent tous les 3. Il est inutile d'exprimer la fureur des médecins lorsqu'ils surent que l'étudiant Philippe était encore passé par là. En 1875, M. Philippe fait la connaissance, que je considère comme véritablement providentielle pour lui, en tout cas, d'une famille assez riche, assez estimée dans la région lyonnaise. Ce sont les Landard, ce sont des industriels. M. Philippe rencontre cette famille Landard et il tombera sans doute assez rapidement amoureux de la fille. En 1877, il épouse Jeanne Landard, qui lui donnera 2 enfants. Victoire, sa fille, qui naîtra en 1878, et un petit Albert, qui naîtra en 1880 et qui mourra à l'âge de 3 mois. Philippe entretiendra la santé défaillante de sa femme, il la protégera, ce sera un époux fidèle et bon, et puis elle va lui apporter une chose essentielle, la fortune, ce qui va lui permettre de continuer à soigner des malades bénévolement. Là, on peut montrer, justement, cette photo est assez rare, où nous avons la fille de M. Philippe, Victoire. Là, Victoire, elle a 10 ans. On est en 1885, elle n'a même pas 10 ans. Madame Philippe, donc l'épouse de M. Philippe, et puis ici, la belle-mère, Madame Landard. Notamment, voilà, cette photo de M. Philippe avec sa fille Victoire, évidemment, hein, qu'il vénérait, hein, mais comme tout parent. Hein. Son mariage en 1877, évidemment, lui a permis de vivre dans la propriété familiale à l'Arbrel, le clos Landard, du nom de la famille de Madame Philippe. Il vivait au clos Landard l'été. Là, il y a une très belle photo de la maison. Cette photo où M. Philippe, quand même relativement jeune, a été prise au clos Landard, ou près d'un cèdre qui existe toujours. M. Philippe et son épouse acquièrent un hôtel particulier au 35 rue Tête d'Or, à Lyon,
Et c'est là, désormais, que M. Philippe exerce son art marginal. Il reçoit quotidiennement ou presque, les dimanches et fêtes exceptés, il reçoit dans l'hôtel particulier de la rue Tête d'Or des malades par dizaines et même certains jours sans doute plus d'une centaine, selon même un rapport de police plus de 150 certaines fois. 22 ans de séances quasi quotidiennes avec des milliers de guérisons, ce qui est énorme. Et M. Chappas, lui, continuera de 1905 à 1922-23. Il obtient, par la prière, il obtient en faisant promettre aux malades ou à leur entourage de ne pas dire du mal de leur prochain, il obtient, c'est incontestable, des guérisons, qui sont des guérisons tout à fait spectaculaires, qui sont attestées du reste par un certain nombre de médecins qui sont venus fréquenter les séances, comme il disait, de M. Philippe, rue Tête d'Or. Un jour, un ouvrier arrive. Il s'est coupé les 2 premières phalanges du petit doigt dans une machine. Alors Philippe le regarde, lui dit « Oh, il n'est pas beau ton petit doigt. Où est-ce qu'il est ton petit doigt ?» Et l'ouvrier sort un vieux mouchoir un peu sale, pas trop ragoûtant, dans lequel il y a le petit doigt. Alors Philippe le prend, le colle contre la phalange restante, met un petit pansement, le lendemain il n'y paraîtra plus. C'est une opération qui peut être réalisée tout à fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, et puis dans les heures qui suivent, et là il y avait 48 heures que le malade avait été blessé. Nous avons aussi le cas de ce paysan qui vient, tourne sa casquette dans ses doigts, il ne sait pas bien comment raconter son histoire, et Philippe lui dit « Toi, tu viens pour ta femme ?»« Oui, monsieur. »« Bon, dis donc, elle est bien malade, ta femme. »« Oui, monsieur. » Ben, le paysan se dit « Mais comment peut-il le savoir ?» Philippe lui dit « Ça va te coûter cher. »« Oh, ben, monsieur, j'ai du bien, je payerai. »« Ah, mais non, dit Philippe, ton argent, j'en veux pas, j'en ai pas besoin, c'est pas ça. Tu as un procès, toi, avec ton voisin. »« Oui, monsieur, dit l'autre suffoqué. »« Bon, alors si tu veux que ta femme guérisse, c'est le prix. Ce soir, tu vas voir ton voisin, puis tu lui dis « Voilà, tu veux un bout de mon champ ? Eh ben, je te le donne. »« Oh, ben, monsieur, si je fais ça, dit le paysan, il va me demander l'autre bout de mon champ. Oh, alors moi, dit Philippe, ça m'est tout à fait égal, je veux pas savoir. C'est pas mon affaire. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ah. Bon, ben, monsieur, je vais faire. Et puis, tu tiendras ? Oui, monsieur, j'y vais ce soir. Bon, tu rentres chez toi, ta femme est guérie. L'homme rentre chez lui, sa femme était guérie, et il est allé le soir voir le paysan. Il a donné un bout de son champ. L'histoire ne nous dit pas si l'autre lui a demandé encore un bout de son champ. Donc le bâtiment de la rue Tête d'Or, bon là c'était un petit peu la forêt vierge, mais c'est le bâtiment tel qu'il existait du temps de M. Philippe. Il y a beaucoup de monde qui vient pour visiter la maison de Maître Philippe. Ils viennent au 35, ils disent mais il n'y a rien. Ils sont étonnés. Ah bon, c'est une maison là ? Ah oui, tu l'as pas connue ? Non. Il y a combien de temps ? Parce que moi, il y a 21 ans que je suis là. Il y a 21 ans que je suis là. Et à un moment donné, ils sont tous démolis. Pour rien faire en fait, parce qu'ils sont inutiles que ça, c'est tout. Il y a des gens qui viennent ici, vous demandez un peu où se trouve Ils connaissent mieux l'histoire que moi, en fait. Oui, oui, ils rentrent là, et alors, vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, ah bah là, vous êtes protégés pour Maître Philippe. Pas croire, parce que depuis qu'on est là, on est... Hein ? C'était qui, Maître Philippe ? C'était un guérisseur, en fait. Ouais, il a fait des miracles. Et vous savez, les docteurs et tout ça, ils n'aiment pas bien. Ouais. Voilà. Et c'était un peu contre. Mais il paraît-il que même des gens, il paraît qu'il a ressuscité un mort. Je ne sais pas si c'est vrai. Il est enterré à Fourvière. Oui. Les gens, ils vont visiter, ils amènent des fleurs. Ils viennent là et du coup, comme il n'y a pas de maison, ils montent à Fourvière. Hein, bonjour. Un petit café, 1,20 €, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais entendu parler de Maître Philippe ? Non. Et pourtant, vous êtes du quartier. Eh oui, et pourtant je... Et il y a une laisse ? Oui.
paraît qu'il en aimait tous les côtés. Hein. Ah. Il y avait des queues. Il ne faisait pas payer les consultations, il paraît. Le portail 35 rue Tête d'Or n'existe plus. Donc on va passer rue Tronchet, au 87 rue Tronchet. Bonjour. Bonjour. On a de la chance. On va nous ouvrir en plus. Merci beaucoup. Le jardin, cette année, je n'ai pas fait. Je suis le plus petit de tous. Et si vous voulez que Dieu vous accorde ce que vous lui demandez, ne soyez pas plus grand que moi. Ne soyez pas orgueilleux. Ne vous croyez pas quelque chose. Ne soyez rien. Vous serez tous un peu soulagés. Mais il faut me promettre d'être sage. Savez-vous ce qu'il faut faire pour cela? Simplement, ne pas dire du mal de son prochain. Ah, si, je vous permets d'en dire, mais en sa présence. Monsieur Philippe vivait ici 6 mois de l'année, avec toute sa famille, sa fille Victoire et son épouse. Donc 6 mois de l'année, les 6 mois d'hiver, et 6 mois d'été au Clos-Landard. Alors 6 mois d'hiver ici parce que c'était plus petit, beaucoup plus facile à chauffer, très simplement. Puis comme tous les bourgeois de l'époque, ils partageaient leur temps entre leur maison de campagne à l'Arbrel et leur hôtel particulier à Lyon. Bon, celle-ci qui est une photo d'époque. Le porche d'entrée était ici, dans l'angle du mur, ici. Donc les gens rentraient par ici. Et les gens qui attendaient sur le trottoir, puisque ça faisait des files de dizaines, voire de centaines de mètres, constamment surveillés par la police, puisque le bar qui est de l'autre côté du mur existait déjà il y a 100 ans. Et la police était renseignée par la tenancière de l'époque du bar. Comme la police n'a jamais su ce qu'il était allé faire en Russie, on l'a évidemment soupçonné d'espionnage. Et donc il était constamment surveillé, et par des policiers en faction, et par également le voisinage. C'était très curieux de savoir M. Philippe ici en train de faire des guérisons quasi miraculeuses qui ressemblaient à celles du Christ il y a 2000 ans, et puis d'avoir des franciscains, des franciscaines tout autour. Un assistant demanda un jour à M. Philippe pourquoi il se donnait la peine de dire et de faire tant de choses si belles pour quelques auditeurs médiocres. Il lui répondit à l'oreille: tout ce qui se dit et se fait ici se répercute dans tout l'univers. Jamais il a imposé les mains. Monsieur Philippe s'est toujours posé en intermédiaire. Toujours. Jamais il a dit je te donne cette guérison. Enfin, jamais il s'est substitué ou au Christ ou à Dieu. Il agissait en toute conscience comme un intermédiaire. Pour soulager les malades, il faut demander à Dieu le pardon de leurs fautes, et au même instant, l'âme se sent réconfortée et le corps s'en trouve par la suite soulagé. Si l'on avait la foi, on se soulagerait tous les uns les autres. Pendant un certain temps, ce droit d'entrée était gratuit, et puis pour faire taire certains bruits, un jour, M. Philippe a décidé de donner un droit d'entrée de 3 francs. De 3 francs de l'époque. La recette de la journée était systématiquement redistribuée à la fin de la journée aux pauvres ou aux gens nécessiteux qu'il y avait dans la rue.
Voilà, bon, c'est dommage qu'il n'y ait plus rien, mais... Alfred Hael rapporte. À la séance, un homme à l'allure arrogante faisait à haute voix des observations malveillantes pendant que M. Philippe parlait. Il faut être idiot pour croire à toutes ces bêtises et autres propos du même ordre. M. Philippe, passant près de lui dans sa tournée, le pria de l'accompagner dans la pièce voisine. Là, il lui dit « Pourquoi tel jour, à telle heure, as-tu étranglé cette femme ? J'étais à côté de toi. » L'homme tomba à genoux, suppliant M. Philippe de ne pas le livrer à la police. À la condition, lui fut-il répondu, que tu changes de vie et que tu suives ta religion. Si je suis ma religion, je devrais me confesser. Tu t'es confessé à moi, cela suffit. Et l'homme partit en pleurant. Du fait de sa venue, il ne fait que confirmer les événements d'il y a 2000 ans. Monsieur Philippe nous accompagne dans notre démarche spirituelle. C'est pas lui qu'on suit. Lui, on le suit parce que il est devant nous, il nous montre le chemin, donc on le suit, mais c'est pas lui qu'on suit. C'est bien le but qui est le Christ. Hein. D'ailleurs, lui-même ne parlait que ce langage-là. Hein. Si j'avais voulu, j'aurais pu fonder une religion. Et si celle de Christ n'avait pas été fondée, je l'aurais établie. Je ne suis pas assez savant pour vous donner une explication nette sur Jésus-Christ. Mais dans mes recherches, j'ai reconnu que ce n'était pas seulement un savant, un sage, mais qu'il était Dieu. Quant à moi, je déclare à la vérité que ce que désire le Père qui est Dieu est désiré aussi par le Fils qui est Dieu. Car ce que veut le Fils, le Père le veut aussi. Si notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre en ce monde, n'avait pris soin de mettre derrière le rideau qui sépare ce monde de l'autre son éclatante lumière, aucun homme n'aurait pu l'approcher. Monsieur Philippe ne se contente pas de guérir, mais il transmet un certain nombre de valeurs. Il demande à ses malades collectivement de prier les uns pour les autres. Il demande aux uns et aux autres de ne promettre de ne plus dire du mal de leur prochain. Son message, véritablement, est celui de l'Évangile, et il ne cesse de leur parler du Christ. Il ne cesse de défendre les valeurs chrétiennes, quoiqu'il se soit tenu très en marge de l'Église catholique romaine, c'est évident. Mais malgré cela, il ne cesse de défendre l'Évangile, et toutes les séances de guérison sont pour lui aussi l'occasion de transmettre, peut-être pas un enseignement, mais un certain nombre de valeurs et d'idées qui lui tiennent à cœur. Et ces valeurs, ces idées, ces anecdotes, ces propos seront d'ailleurs consignés très scrupuleusement, sans doute, par un certain nombre d'auditeurs. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre de documents de ce genre qui témoignent de ce que M. Philippe pouvait faire, mais aussi de ce qu'il pouvait dire au cours des fameuses séances. Il est même évident que M. Philippe a pu soulager des souffrances morales, certes, physiques, certes, mais aussi pécuniairement, il a pu soulager
des personnes qui étaient dans le besoin. On sait qu'il était assez généreux de ce point de vue-là. En toute discrétion, il a beaucoup aidé des hommes et des femmes qui venaient le voir et qui étaient en grande difficulté. Donc, non seulement il ne s'est pas enrichi avec les séances de guérison de la rue Tête d'Or ou d'ailleurs, mais très souvent même ceux qui venaient le voir repartaient avec une petite somme d'argent dans la poche parce qu'il avait compris qu'ils étaient véritablement dans le besoin. Effectivement, il payait énormément de loyers. Ça, on le savait, les gens qui étaient autour de lui le savaient, mais on ne l'a véritablement su que lorsqu'il est parti en 1905, que lorsqu'il est mort, où là, les gens qui ne pouvaient plus payer leur loyer se sont manifestés. Et c'est M. Chapas qui a repris le paiement des loyers. Il y en avait 52. C'est-à-dire que M. Philippe payait 52 loyers, en plus du sien, rue Tête d'Or, puisqu'il était locataire, rue Tête d'Or. Il aura la caution de 2 médecins qui ont marqué l'histoire de l'occultisme. Le premier médecin, c'est le docteur Gérard Ancos, dit Papus, dit le mage Papus, qu'on a appelé parfois le Balzac de l'occultisme, ou en tout cas le vulgarisateur de l'occultisme. Papus, donc, de son nom civil Gérard Ancos, a pris ce nom, qui est un nom de plume également de Papus, sous lequel il a signé la plupart, sinon la totalité de ses ouvrages. Papus, eh bien, c'est le génie de la médecine dans le Nuctéméron attribué à Apollonius de Tyane. Donc voilà pourquoi Papus avait pris ce nom-là. Papus qui était à l'époque étudiant en médecine, et il passera son doctorat avec succès, il deviendra un grand médecin. De même que l'un des compagnons de Papus, le docteur Emmanuel Lalande, avait pris pour nomen ou pour pseudonyme Haven, Marc Haven, parce que Haven était le génie de la dignité dans le même Nuctéméron d'Apollonius de Tyane. Donc là, c'est une photo prise au Clos Landard, à l'Arbrel. On reconnaît toujours le parc du Clos Landard, puis c'est toujours les mêmes fauteuils en plus. Donc M. Philippe au centre, assis. Le docteur Lalande qui deviendra son gendre, qui sera marié avec sa fille Victoire. Pas très longtemps, mais qui sera marié avec sa fille Victoire. Gérard Ancos Papus, en occultisme. Et Jean Chapas, qui était déjà à son service. Lorsque Papus a découvert M. Philippe à Lyon, naturellement, il en a parlé à ses amis, à ses collaborateurs, qui les uns après les autres sont allés à Lyon, ont rencontré M. Philippe, et certains d'entre eux, je ne dis pas tous, mais certains d'entre eux, ont eu le même cheminement que Papus, c'est-à-dire que de la magie ou de l'occultisme tel qu'il le pratiquait, eh bien, ils se sont engagés, à la suite de M. Philippe, après cette rencontre, ils se sont engagés dans une véritable démarche spirituelle tout à fait authentique. On retrouvait le christianisme qu'ils avaient sans doute pour certains un peu oublié. On retrouvait en tout cas l'évangile. Et certains, comme Sédir, comme Marc Haven, comme Faneg, sont devenus de véritables mystiques à l'école de M. Philippe. M. Philippe condamne à plusieurs reprises l'utilisation des sciences occultes. Lui-même se méfie beaucoup de l'astrologie, il se méfie de la magie plus encore, et même il la condamne, considérant que nous n'avons pas à pratiquer les sciences occultes de cette façon-là, mais que la prière seule est autorisée, recommandée et valable pour guérir les malades. Ça, c'est tout à fait évident. Ce qui n'empêche que il a été très souvent considéré, y compris dans la presse, dans les années 1900, comme étant non seulement un charlatan, mais aussi un occultiste, un vulgarisateur de l'occultisme même. On l'a confondu quelquefois avec Papus, alors que Dieu sait s'ils sont différents. On lui a attribué toutes sortes de qualités ou de défauts qu'il n'avait pas. Et en tout cas, il est certain que M. Philippe lui-même n'a pas pratiqué l'occultisme tel que le pratiquaient Papus et ses collaborateurs. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il a eu dans son entourage un certain nombre de grands occultistes de l'époque, y compris son gendre d'ailleurs, qui a eu toute une carrière occultiste avant de le rencontrer, après quoi il a un peu rectifié la démarche pour s'orienter dans une véritable démarche évangélique. Papus écrit à Maître Philippe. Cher et bon maître, j'ai reçu votre lettre et vous en remercie car c'est toujours une joie
de voir votre écriture si désirée. Vous m'avez fait connaître et aimer le Christ. De cela, je vous suis éternellement reconnaissant. Pappus, à la fin de sa vie, par exemple, considérait qu'il n'était plus du tout en droit d'utiliser les sciences occultes qu'il avait utilisées en sa jeunesse et ne pratiquait plus que la prière, et même quelquefois des prières qui sont d'une nature toute particulière, puisqu'elles consistaient, à l'exemple de M. Philippe, à réclamer des mots de manière à soulager tel ou tel malade, à demander à ce qu'une épreuve soit envoyée pour soulager telle ou telle personne, une sorte de transfert, si on peut dire. Et là, il s'agit d'une véritable démarche mystique tout à fait particulière. Nous avons ici le manuscrit de Pappus, le docteur Gérard Ancos, l'un des principaux disciples de M. Philippe. Nous avons là l'ex libris de Philippe Ancos, le dernier propriétaire du manuscrit avant la bibliothèque municipale de Lyon. Alors ce manuscrit correspond en fait à un certain nombre de citations de M. Philippe. Car M. Philippe n'a rien écrit. En dehors de quelques correspondances avec ses intimes, nous n'avons pas de documents qui émanent directement de sa main. Tous les propos qui lui sont attribués sont des propos rapportés, et c'est extrêmement important dans la mesure où on connaît la fragilité des témoignages. Les propos de M. Philippe sont classés par rubrique. Alors nous avons des textes sur le Fils, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, sur la création. Nous avons des propos sur le Saint-Esprit, sur le catholicisme. C'est un grand bonheur que d'être catholique, par exemple, sur les sacrements. Alors, les prêtres, la plupart diables incarnés, qu'on met là pour qu'ils ne se marient pas et n'aient pas d'enfants. Et ça, c'est assez étonnant. C'est curieux parce que chez M. Philippe, souvent, il y a peut-être d'une parole à l'autre des contradictions, des abîmes. Il y a quelquefois effectivement des contradictions. Mais ces contradictions sont-elles dues à l'auteur de ces propos ou aux témoins ? C'est véritablement la question des témoignages qui pose problème. Entre ce que M. Philippe a dit et ce que certains témoins ont entendu, il y a peut-être une différence. Et entre ce que ces témoins ont entendu et ce qu'ils ont ensuite transcrit dans les documents que nous avons, y compris Pappus, il peut y avoir aussi une différence. Il faut savoir aussi, il faut tout de même réfléchir au fait que M. Philippe s'adressait aux uns et aux autres dans un langage qui était parfois adapté à son auditoire. Ce qui veut dire qu'il a pu tenir des propos qui avaient un caractère symbolique et qui, pour certains, ont été pris au pied de la lettre. Donc, pour ma part, je suis extrêmement prudent sur les propos attribués à M. Philippe, malgré la qualité des témoins. Sur le médecin, cette citation très curieuse, « Il ne guérit qu'en priant ». Sur les clichés, c'est-à-dire ces images, selon les occultistes et particulièrement selon M. Philippe, qui leur enseignait cela, ce sont des images perçues dans l'invisible avant que des événements arrivent sur le plan physique. Ce sont des images perçues par les voyants. Dieu créa les clichés de tout ce qui devait exister. Tout vient petit à petit. C'est pour cela que la création fut lente et qu'elle se poursuit encore. Nous avons pu vous donner une idée des clichés par la bataille de Waterloo.
lorsque la bataille fut terminée, le cliché alla sur une autre planète, où une autre guerre éclata, avec les mêmes coups de canon. Les mêmes armes firent les mêmes blessures, les mêmes cris de douleur furent poussés. Voilà, tout à fait étonnant. Tout à fait dans le style de M. Philippe. Alors là, il s'agit de ce que Papus a appelé biographie-anecdote. Donc ce sont des témoignages sur ce que M. Philippe a pu dire de lui et qui a pu être recueilli soit par Papus, soit par d'autres, et que Papus ensuite a consigné dans le manuscrit. Par exemple, cette phrase rapportée par le docteur Lalande, qui était le gendre de M. Philippe, « J'étais là à la création, je serai là à la fin ». Par exemple, ceci, « Je n'ai pas suivi la même voie que les hommes, c'est pourquoi je n'ai aucun mérite. Je suis tout petit, le plus petit. Et encore, je suis le plus vieux de vous tous. » Jusqu'en juillet 1902, il n'avait eu avec son ami que des entretiens de quelques minutes. Récemment, il a eu avec lui 1 heure entière de conversation. M. Philippe appelait ainsi le Christ. Il y a un certain nombre de propos comme ça dans le document ou ailleurs qui se rapportent à des conversations qui, selon lui, qu'il avait avec le Christ. Il y a là un passage très troublant. Papus a noté ceci. « Parmi la multitude de guérisons, j'ai vu... » N'oublions pas que Papus est docteur en médecine. J'ai vu en séance l'appendice xyphoïde d'une petite fille qui était tournée en dedans revenir à sa position normale. Un enfant de 4 ans mourant d'une méningite tuberculeuse et d'une phtisie intestinale guérit en 1/4 d'heure s'en allant en courant. Une jeune fille de 12 ans dont la jambe droite était desséchée vit sa jambe reprendre son volume normal en 1 séance. Ce sont un témoignage d'autant plus important qu'il s'agit là de choses que Papus a vues de ses propres yeux. Et encore une fois, venant d'un occultiste certes, mais qui était tout de même docteur en médecine, ce témoignage a quelque importance. Voilà, ça ce sont des lettres de Jean Chapas, le disciple privilégié de M. Philippe. Elles sont datées de l'Arbrel, où Jean Chapas habitait. Là, c'est en 1926. Et elles sont adressées à une disciple, Madame Bière. Un homme d'une grande simplicité. On a l'impression d'avoir affaire à Monsieur Tout-le-Monde, et encore même un simple cultivateur, un simple paysan qui vit modestement, simplement dans la campagne, qui va à la pêche, qui fume la pipe. Et donc finalement, il semble qu'il n'y ait rien d'autre à dire. Alors qu'en fait, cet homme-là a véritablement succédé à M. Philippe dans son œuvre. Chaque jour, l'âme se rapproche de Dieu. Et lorsqu'elle sera prête, elle paraîtra devant lui. Il faut pour cela qu'elle soit plus brillante que le soleil. Autrement, elle ne pourrait y résister. C'est pour cela qu'il faut souffrir. Il n'y a que la souffrance qui puisse grandir l'âme. C'est le seul moyen pour avancer. Si nous savions pourquoi nous souffrons, si nous connaissions le but de nos souffrances, ce qui nous attend comme récompense pour tous nos efforts, nous serions tellement heureux que nous ne sentirions plus nos peines. Il n'y aurait plus de souffrance. Lorsque tous les êtres de la création seront retournés à Dieu, le travail étant fini,
il y aura une autre création. Paul Sédir écrit sa rencontre avec M. Philippe. Des rabbins m'ont communiqué des manuscrits inconnus. Des alchimistes m'ont admis dans leur laboratoire. Des soufis, des bouddhistes, des taoïstes m'ont emmené pendant de longues veilles dans le séjour de leur Dieu. Un brahmane m'a laissé copier ses tables de mantra. Un yogi m'a donné les secrets de contemplation. Mais un soir, après une certaine rencontre, tout ce que ces hommes admirables m'avaient appris est devenu pour moi comme la vapeur légère qui monte au crépuscule de la terre surchauffée. Voilà toute la façade. Et là, vous avez vécu combien de temps ici? 14 ans. 14 ans. 14 ans dans cette belle demeure. Et vous vous sentiez bien? Enfin, c'était pour vous, c'était merveilleux. Non, c'est une belle maison. Bon, nous aimions les maisons anciennes, mais bon, quand on a appris que M. Philippe avait vécu là, et qui il était, comment il était. Parce qu'au départ, vous ne saviez pas? Non, on ne savait rien de M. Philippe. Nous sommes arrivés, nous avons loué la maison et petit à petit, nous avons appris. Nous avons rencontré M. Haël, qui était le fils de Alfred, qui a écrit le livre. Et là, ça a été une grande chance de l'avoir rencontré, puisque tous les souvenirs de M. Haël sont importants pour connaître la vie de M. Philippe, plus important que tout le reste. Ce que j'ai de plus que vous, c'est que je vous connais tous et que vous ne me connaissez pas. Je vous connais tous très bien. Et il y a fort longtemps que je vous connais. Je sais ce que vous êtes. L'ami que vous ne voyez pas vous protège. Parce qu'à l'origine, il y avait 30 hectares autour de la propriété. Et voilà les temps où venait se recueillir M. Philippe, très souvent. Ça, c'est M. Haël qui m'en parlait. Là, il y a un pied de vigne. Monsieur Philippe est assis sur le rebord devant cette vigne. Il y a les photos. Et on pense qu'elle est d'origine, la vigne. Il était assis par là. On ne peut plus passer, hein, là. Voilà, par là. Mon mari l'a taillé, tout ça, mais bon, c'est par là. Et alors, la maison est très belle depuis... Voilà. Beaucoup d'entre vous pensent que je suis Jésus, ou presque lui-même. Détrompez-vous. Je suis le chien du berger, et le plus petit d'entre vous. Et c'est parce que je suis petit que Dieu exauce toujours mes prières, tandis que vous êtes trop grand. Et c'est pour cela aussi que Dieu ne vous entend pas. Dans le quotidien, en fait, vous êtes toujours un peu relié un peu quelque part ou... Oui, Pendant ces 15 années Toi non, moi oui. Si.
disons que chaque fois, par exemple, qu'on va au salon, on pense bien qu'il y a Monsieur Philippe. Et on aurait presque tendance à dire bonjour Monsieur Philippe quand on voit le tableau, parce que par moment, on dirait que ce tableau est vivant. Enfin, j'exagère un peu, mais il est... Je sais pas. Ça fait comme une autre personne dans la maison. On est dans le salon du Clos Landard, et dans ce salon, effectivement, est exposé depuis de nombreuses années le tableau représentant Monsieur Philippe en pied, pratiquement grandeur nature d'ailleurs. Hein. Donc ce tableau, quand nous sommes arrivés ici, était tel qu'il est, mais enfin très sale en surface. Donc l'un de maison dont c'était la profession, restaurateur, l'a nettoyé et a fait redécouvrir les couleurs telles qu'elles étaient à l'origine, quoi. Hein. Au début, la propriété n'était pas fermée vers le haut. Il y avait sans cesse des gens qui venaient, quoi, qui nous posaient des questions, qui voulaient voir la maison, etc., etc. Et c'est à partir de là, on a commencé à s'enseigner, quoi. Pourquoi, effectivement, après le départ de Madame Dom, qui était la dernière occupante permanente, pourquoi, effectivement, nous, arrivant comme ça, sans rien savoir, pourquoi, effectivement, le destin, si on peut, oui, si vous l'appelez comme ça, nous a permis d'entrer et d'y vivre quelques années. Oui. La chose qu'on a fait, c'est que on a essayé de préserver au mieux l'ambiance, le décor, pas de modifications intempestives, mais on n'a rien changé, on a nettoyé, on a essayé de faire de la conservation, voilà. Vous êtes 4 à boire du café, j'ai bien en prendre, toi. Il n'y a même pas eu d'état des lieux. Donc, vous voyez que... Vous auriez pu faire ce que vous voulez. Ah ben, on aurait pu tout détruire, hein. Enfin tout détruire entre guillemets. On aurait pu enlever les tapisseries, repeindre en rose, mettre des tapisseries à rayures ou à grosses fleurs. Oui, on aurait pu, je sais pas, enlever le tableau. On aurait pu. Non, on a tout conservé. Parce que le tableau était là. Ah, il était dans cette pièce, à cet endroit-là, oui, bien sûr. D'ailleurs, le canapé qui est ici, le petit canapé vert, qui nous appartient pas, il est resté là où il était. Quand nous sommes arrivés. Il y avait très peu de meubles, hein, mais il était là, donc on l'a laissé là. Voilà, alors ça, voilà ce qui était la pièce de Monsieur Philippe et comment elle a été abîmée à un moment donné, détériorée et abîmée. Des gens qui se faisaient passer pour réincarnation de Monsieur Philippe, réincarnation de Papus, réincarnation de Victoire, ont profité de la solitude de Madame Donne pour venir vivre ici, se faire servir par Madame Donne et détériorer la pièce. Pourquoi ? C'est mon lit. J'y dors très bien. Je n'ai jamais croisé Monsieur Philippe dans cette chambre. C'est mon rêve. Si, on rêve, bien sûr. On en rêve de temps en temps, bien sûr. Ben, on dort dans cette chambre. J'ai rêvé une fois que le tableau clignait de l'œil, des petites bricoles. C'est rien de spécial. Ça m'est arrivé, oui. Chaque fois que tu disais « Non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas lire le livre de Monsieur Philippe, etc. » La nuit, pof, elle rêvait à lui. C'est vrai, je pense. C'est vrai, souvent. Ça a peut-être joué, je ne m'en rends pas compte. Je peux pas vous dire ce qui a fait que... C'était de façon espiègle et amusante. amusante. Oui, amusante, toujours. J'ai eu que des rêves amusants. Ou des rêves me disant ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Toujours positif. Mais bon, on a quand même les mêmes soucis que les autres. La vie n'est pas si simple que ça. Pas parce que... C'est peut-être d'autant plus difficile qu'on vit là, parce qu'on se dit quand même, il faut pas agir comme cela. Il ne faut pas faire ceci, c'est mal, etc., etc. Ça joue quand même. Quand on est arrivé ici, j'avais 20 ans, je n'étais pas en période très croyante, ce qui est vrai. Et en plus, Monsieur Philippe, les miracles, tout ça, ça ne m'intéressait pas vraiment.
C'est en rencontrant les gens qu'on commence à se poser des questions, à se dire, bon, c'est particulier quand même ce qui s'est passé ici. C'est vrai qu'on a eu de la chance de vivre dans cette maison. Bon, on aime les vieilles maisons, ce qui est grand, mais en plus, on peut se dire, il y a quelqu'un d'important qui a vécu ici. Et quand même, il faut faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, par respect. Ne pas tout saccager, essayer de ne pas dire du mal des gens, etc. Vivre quand même une vie assez, comment dire, sincère, honnête, vis-à-vis de soi, pas vis-à-vis des autres. Vous préparez au déménagement, c'est pour ça que vous faites les caisses et tout ça. Oui, on fait les caisses et tout ça, donc il y a un peu de désordre partout dans la maison. Ouais. Ce n'est pas que la vie va s'éteindre dans la maison, mais ce ne sera plus du tout pareil. Ce ne sera plus une maison familiale, si on peut utiliser ce terme, comme elle l'a été depuis la mort de M. Philippe, hormis un arrêt dans les années 20 ou 30, on ne sait pas. Parce que Madame Donne a vécu là très très longtemps aussi, donc elle a toujours été privée. Et là, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Et si elle devient publique, ça ne sera plus la même... peut-être même l'atmosphère a changé, sans doute d'ailleurs. On sait où M. Philippe est mort Là, ici, dans cette pièce. Alfred Hael rapporte. Les derniers temps de sa vie, M. Philippe souffrait d'étouffement et de douleurs aiguës au cœur. Le matin du mercredi 2 août 1905, Madame Philippe et sa mère, Madame Landard, ainsi que le docteur Lalande étaient auprès de lui. Au moment où l'attention du docteur Lalande et de Madame Landard était retenue près de la fenêtre, M. Philippe se leva de son fauteuil, fit quelques pas dans la chambre et tomba. Tout était fini. Voilà ce qui est apparu aux yeux de ceux qui l'approchaient. Cependant, le docteur Lalande, qui examinait souvent M. Philippe, n'a jamais rien trouvé d'anormal dans son état physique. Moi-même, je me suis promené avec lui sur la terrasse la veille de sa mort. Il était tout à fait comme à l'ordinaire. Il est parti quand il a dû partir. Ne craignez pas de me perdre. J'ai un pied au fond de la mer, un sur la terre, une main vers vous et l'autre vers le ciel. Donc, vous me retrouverez toujours. Je ne sais si vous croyez à la réincarnation. Vous êtes libre d'y croire. Ce que je sais, c'est que je me souviens d'avoir existé, d'être parti et revenu, et que je sais quand je repartirai. Mais y a-t-il rien qui montre davantage la justice de Dieu que ce temps qu'il nous donne pour racheter nos fautes? Et pourquoi, sans cette justice, telle personne serait-elle plus heureuse que telle autre, plus intelligente ou plus disgraciée? La création est semblable à un cliché photographique. Les images de tout ce qui sera existent dans le commencement. Quand un homme rencontre une de ces images, en y pensant, il la vitalise. Et quand il la voit, il commence à la réaliser. De même, le Père a vu dans le Fils l'image du monde. Et c'est celui-ci qui, en se matérialisant, a créé l'homme. La religion spirite croit aussi que Jésus est un sage, un savant qui est arrivé par son travail, en haut de l'échelle, et que nous pourrons y arriver en travaillant aussi.
C'est une grave erreur. Nous n'y arriverons jamais, car notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais cessé d'être Dieu. Là, il est couvert, la toile est couverte, alors que la dernière fois, elle n'était pas couverte. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à peindre. C'est un peu comme la gymnastique, il faut s'échauffer. Alors là, je regarde le doc et je ne sais plus où j'en suis du coup. Des fois, on se laisse bouffer par ces documents. Il faudrait faire plus intuitif. Je reviendrai sur la main après. Quand Dieu créa le monde, il créa aussi les esprits infernaux. Il les créa sciemment, avec connaissance de cause. Les esprits des ténèbres deviendront un jour esprits de lumière. Qui d'entre vous n'a pas dit à un moment ou à un autre « Dieu n'est pas juste. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas fait ça comme ça. » Comment oser juger les œuvres de Dieu? Lui pourtant ne nous juge pas lorsque nous sommes incapables de le comprendre. Personne n'a l'intelligence assez formée, l'esprit assez subtil pour se faire une idée de ce qu'est Dieu. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu ici? Eh bien, ça va faire, oui, 45 ans, très exactement, quoi. Ça a changé un peu? Oui, ça a beaucoup changé. Il y avait quelques restaurants, il y avait les Trois Maries, là. Mais tous ces restaurants-là, dans cette rue, il n'y avait absolument rien. Si on lève les yeux, on est dans le Vieux-Lyon. Alors là, dans le coin à gauche, il y avait un petit bistrot qui était notre petite annexe. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, il est toujours là, mais il a changé de style. Ah oui. Oui, ça a beaucoup changé l'extérieur. Hein. Mais les arches sont restées. Hein, il y a encore quelque chose du lieu. Enfin, vu de l'extérieur comme ça. Tu te rappelles pas de cette histoire? Quand on est arrivé tout à fait au début, oui. Pour les gens du quartier nous regardaient avec curiosité, on allait boire un verre au petit bistrot à côté qui s'appelle le Café des Témoins. Je lui ai dit tout à l'heure. Là. Complètement changé. Et il y avait un vieux monsieur à jour qui est descendu. Il dit, ah, c'est vous travaillez ici, vous faites vous rénover, mais vous ne savez pas qui est-ce qui occupait ce local. Mais c'était quelqu'un, c'était plus grand que le pape. Et puis il est reparti dans ses étages et dans son mystère. Par contre, moi je me souviens, je le disais tout à l'heure, d'une vieille dame qui avait 80 ans, qui était venue ici, je ne sais plus à l'occasion de quoi, et qui m'avait dit avoir connu le lieu de la rue Tête d'Or où Philippe se réunissait les gens qui venaient le consulter. Oui. Hein. On a eu l'occasion. Elle avait à peu près 80 ans, quoi, à l'époque où elle disait ça, c'était au début des années 60. Elle avait donc connu Philippe. Ne cherchez pas le repos. Cherchez la guerre. Cherchez les incrédules, les méchants, les ignorants, les malades. Et guérissez-les en donnant de vous-même, malgré tout l'ennui et toute la gêne que cela vous causera.
Si vous revenez de là appauvri, fatigué, épuisé, même atteint de doute par leurs arguments, renfermez-vous dans votre chambre, dans la solitude, et priez. La force, avec la vigueur, vous reviendront. Ah, mais le plafond n'a pas changé. Hein. Oui, la disposition des pièces ressemble à ce que c'était donc il y a un peu plus de 40 ans. D'après donc les textes qui ont été publiés, Maître Philippe a eu finalement trois laboratoires. Un qui était place Colbert, un autre qui était chez lui à l'Arbrel, et puis donc ici 6 rue du Boeuf. Et je pense que ce laboratoire de la rue du Boeuf a été probablement l'un des plus importants. Et c'est là qu'il a réalisé donc un certain nombre de produits, entre guillemets, parce que Maître Philippe, il ne faut pas l'oublier, est un guérisseur, il ne pouvait pas fabriquer des produits qui avaient une application directement médicale. Donc, très souvent, les produits étaient des éléments qui intervenaient pour la toilette, qui intervenaient comme complément d'autres traitements. Alors, on peut en citer quelques-uns. Il y a bien sûr les pilules Philippe à la pancréatine. Il y a la farine Brésil. Il y a l'élixir rubatier. Rubatier, on en a parlé tout à l'heure. Si vous vous souvenez, c'était le lieu où était né Maître Philippe, donc le petit hameau qui était de la commune de Loisieux. Il y avait l'héliosine, l'héliosine qui était un produit qui était censé donc combattre la syphilis. Il y avait les parts Martis, donc là, un produit à base de la puissance de Mars, et qui est donc un régénérateur du système nerveux. Il travaillait véritablement dans des conditions d'alchimie à l'état pur. Il était très important pour lui de travailler à l'obscurité. Et il est hautement probable qu'il fabriquait une partie de ses produits la nuit. Or, on sait, au travers d'autres textes et puis d'autres travaux auxquels j'ai été confronté, que l'obscurité, le froid, sont des conditions qui favorisent ce qu'on appelle l'énergie lévitationnelle, c'est-à-dire l'énergie spirituelle dans un produit. Et donc, en travaillant dans ces conditions, Maître Philippe travaillait dans les conditions d'ure formation, comme disaient les alchimistes. Ur, c'est-à-dire UR, est un préfixe qui veut dire dans les conditions originelles, de genèse de la vie, et donc de vitalité d'un produit. Et il ajoutait que ces conditions d'obscurité, on devrait les utiliser dans beaucoup d'autres cas. Il disait, mais par exemple, si vous cueillez le raisin la nuit, si vous le faites fermenter, si vous le distillez après, si vous faites la distillation la nuit, vous allez obtenir une eau de vie de très grande qualité et qui n'aura aucune conséquence pour la santé. Donc c'était vraiment quelque chose qui montre que c'était quelqu'un qui possédait les éléments qui permettent, comment dirais-je moi, de densifier l'esprit dans la matière et d'obtenir des produits donc, qui vont être réellement régénérateurs et vitalisants. Bien entendu que je crois à la mémoire des lieux. De toute façon, je pourrais citer une parole de Maître Philippe là, qui m'a beaucoup frappé parce qu'elle est aussi très forte. Quand il parle de la matière, il dit la matière est vivante, toute matière est vivante. Elle est intelligente, elle sent, elle a une mémoire, elle est capable de discernement, elle est capable de choix. C'est-à-dire que la matière, c'est vraiment quelque chose de complètement vivant qui a toute une psyché.
Alors c'est bien évident que des lieux comme ça, avec un être qui a travaillé avec des énergies d'une très grande intensité sur le plan spirituel, la matière de ces lieux est complètement imprégnée de cette énergie. Et non seulement la matière physique, mais aussi il n'y a pas que la matière physique, il y a une matière éthérique qui est à l'arrière-plan des lieux et qui garde encore plus la mémoire des choses que la matière physique. Il y aurait deux types d'énergie dans la nature, les énergies que la science a découvertes, qui sont des énergies d'explosion, où la vie se décharge là, de tout ce qu'elle contient. Et puis, il y a l'autre forme d'énergie, qui est une énergie d'implosion, qui est celle que j'ai évoquée tout à l'heure à propos de Maître Philippe, l'ur-énergie, l'énergie qui est à la genèse de la vie, qui est celle où l'esprit entre en contact avec la matière. Et ces deux énergies sont indispensables à la vie. Le problème de l'époque actuelle, c'est que la science ne s'est intéressée qu'à l'énergie d'explosion et surtout a construit une technologie qui est fondée uniquement sur cette énergie d'explosion et qui est une énergie agressive pour la nature, qui est une énergie bruyante, qui est une énergie qui crée de la chaleur. Et Dieu sait si tous les désordres climatiques que l'on traverse à l'heure actuelle sont en faveur de cette représentation. Et donc nous arrivons maintenant au fond des choses. Il va falloir tout doucement aller vers cette énergie d'implosion et retrouver l'équilibre entre les deux énergies. Parce qu'il faut bien faire attention, ça c'est tout l'esprit de Bacon. La matière n'est pas quelque chose à rejeter. La matière, elle fait partie de la vie, mais il faut que la matière soit équilibrée par l'esprit, que l'explosion soit équilibrée par l'implosion. Mais ce n'est pas les seuls qui ont dit ça. Dans toutes les grandes cultures, on retrouve cette vision des choses. Si en effet tout était révélé à tous, personne ne ferait plus rien. Ou plutôt, chacun chercherait et saurait trouver le chemin de traverse pour se sauver quand on aurait besoin de quelqu'un. Ce serait comme à la caserne, où l'on se cache pour ne rien faire. Toutes ces choses ont été trouvées en bas dans la cave qui est sous nos pieds et qui servait, disons, de débarras. C'était plutôt insalubre, donc on a voulu mettre ça plus propre et tout simplement en déblayant et en ratissant le sable qui est là-dessous, ont émergé différentes petites choses comme celle-ci. Oui, oui. Ben, ça, tu vois, c'est un espèce de mortier. Oui. Tu vois, avec un pilon, on peut broyer, quoi. C'est exactement comme un mortier. Le petit pot que je tiens là à côté, eh bien, c'est un pot pour stocker des pommades, qui étaient peut-être préparées là au sein du récipient. Je ne sais pas exactement comment il procédait. Là, le petit verre, eh bien, c'est une éprouvette toute simple et qui permet de mesurer de façon assez grossière des volumes de liquide quand on fait un travail de chimie. Et puis, un petit flacon bleu en plus qui est charmant. Ça, oui, c'est un petit flacon de chimie comme on en faisait autrefois au XIXe siècle. Ça, vous pensez que ça appartenait à Maître Philippe? Ah oui, complètement. Oui, ça, parce que c'est vraiment toutes des choses qui servent en tous les cas au travail tel qu'il le faisait. Alors ce que j'ai ici qui est minuscule, on s'en excuse, ce sont 2 pilules d'héliosine. C'était un homme qui, je crois que c'est le propre des maîtres spirituels. Un maître spirituel est comme un poisson dans l'eau. Il ne va pas se balader avec un écriteau « je suis un maître spirituel ». Il est complètement fondu dans le temps, dans le milieu dans lequel il vit. Et personne ne peut imaginer que c'est quelqu'un qui a atteint ce degré d'évolution spirituelle. Eh bien, Maître Philippe était quelqu'un comme ça. D'ailleurs, il ne voulait pas qu'on l'appelle maître. Non, pas du tout. Mais c'est par respect que les autres lui donnaient ce titre, bien entendu. Dieu sait si dans les conférences on me fait cette réflexion. Mais comment vous, un scientifique qui avait eu toute une activité de recherche, etc., vous pouvez vous intéresser à ça? Alors maintenant, j'ai une réponse qui satisfait en général ceux qui ont posé la question. Je leur dis, écoutez, un scientifique, c'est quelqu'un qui s'occupe des lois de la nature. Et puis avec le temps, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres lois qu'on ne connaît pas encore, qui sont les lois de l'intériorité.
Et donc, il me semble tout à fait logique pour un scientifique d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'intériorité de l'homme. Alors, en général, on est très satisfait de cette réponse parce que j'estime, mais bon, ça ne regarde que moi, je crois qu'un jour, on s'apercevra que les lois de l'intériorité sont des lois tout aussi scientifiques que les lois de la nature et qu'il y a une très grande complémentarité entre les unes et les autres. Si vous sentiez ce que je ressens, vous sentiriez que nous ne sommes qu'un. De l'autre côté du couloir, c'était des pièces dans lesquelles travaillait le docteur Lalande, qui donc est devenu par la suite le gendre de M. Philippe, et ils travaillaient ensemble. Alors il y avait un léger avantage pour certains produits médicamenteux, en ce sens que Lalande était docteur, médecin officiellement et tout. Donc ils ont travaillé ensemble. Et d'ailleurs Lalande a noté quelque part des recettes, entre guillemets, je dis avec des guillemets, issues des travaux de M. Philippe, mais lui-même disait que c'était irréalisable par les méthodes conventionnelles ordinaires. Il y avait un autoclave également ici, et puis il rappelait le souvenir, puisqu'on évoque toutes ces choses, de Berthe Matonnet, qui habitait ici dans l'immeuble, et qui était au service de M. Philippe, et qui souvent a été la gardienne le soir de choses qui cuisaient, si je puis dire, vulgairement. Bien sûr. Très curieusement, tous les remèdes, enfin les recettes pharmaceutiques ou autres, les médicaments, à chaque fois, il le donnait. C'est-à-dire que c'est même pas lui qui en tirait profit, il le donnait alors ou à son gendre, le docteur Lalande, ou à M. Chapas, ou à Papus. Et c'est eux qui exploitaient sous leur nom le médicament. L'héliosine, par exemple, il l'a donné au docteur Lalande, qui a eu tout un marché extraordinaire au Mexique. Il a des connaissances qui ne semblent pas acquises par les voies ordinaires, puisqu'on sait très bien que son éducation a été assez rudimentaire et bon, son apprentissage dans son village de montagne s'est réduit sans doute à peu de choses. Ensuite, il a suivi les cours des pères maristes, dont il a obtenu un certificat de grammaire, mais tout de même. Ensuite, ses études de médecine ont été très vite interrompues. Donc, ou bien il a acquis ses connaissances à travers des livres en autodidacte, ce qui est possible pour une part, mais pour une petite part, sans doute, en tout cas si l'on en croit ses disciples pour une petite part. Le reste, comment l'a-t-il acquis? C'est un mystère. Ce qui est certain, c'est qu'il a des talents de toutes sortes. Non seulement de chimiste, mais de mécanicien. Enfin, il fait toutes sortes d'objets lui-même, d'instruments dont il a besoin dans son laboratoire, il les réalise lui-même. Toutes sortes de procédés qu'il a inventés, dont certains sans doute d'ailleurs ne lui ont pas survécu. Il y a peu de choses qu'on sait sur lui finalement. Alors, Maître Philippe, bientôt, sera connu en Italie, en Tunisie. Il va soigner le bête Tunis. Et un beau jour, Papus inaugure de rénover tout à fait à sa façon le groupe des martinistes. Le groupe a un très grand succès, et surtout en Russie, car les tsars avaient interdit la maçonnerie, et l'aristocratie russe, qui était franc-maçonne en grande partie, a pensé pouvoir perpétuer ces rituels par des loges martinistes. Et dans l'aristocratie russe, eh bien, il est amené à parler de son maître spirituel,
Il en parle à demi-mot, sans doute le présente-t-il non pas son identité profane, mais comme étant celui qu'il appelle le maître inconnu. Et évidemment, il éveille ainsi la curiosité d'un certain nombre d'aristocrates russes. Cette dame, c'est Olga Moussine-Pouchkine, qui était martiniste. Et cette dame avait évidemment des relations avec Gérard Lancos. Et cette dame a introduite M. Philippe dans l'entourage des Monténégrines. C'est bien les grandes duchesses Militsa et Anastasia de Monténégro qui lui ont ouvert les portes du tsar et de la tsarine, hein, ça c'est évident. Alors, le tsar et la tsarine, venant à l'exposition universelle à Compiègne, prennent rendez-vous avec Maître Philippe, le rencontrent à Compiègne. Il les accueille comme de vieux amis et le tsar, ébloui, l'invite à Tsarskoye-Selo, où résident le tsar et la tsarine à 25 km de Saint-Pétersbourg. À partir de là, il va jouir d'une influence prépondérante sur le tsar, qui malheureusement ne suit les conseils de personne et ne suivra pas les siens. Et puis Alexandra lui suppliera de lui donner un fils. Or, à l'époque, c'est très curieux, à l'époque, Philippe semble voir quelque chose sur l'enfant à venir. Il semble prévoir la révolution russe. Ce petit enfant qui chaînera, dont les crises d'hémophilie se manifesteront chaque fois qu'il y aura une émeute. Toutes les fois que la Russie saignera, l'enfant saignera, et Philippe ne répond pas. Ce n'est qu'au cours d'un autre voyage, lors d'une excursion en Crimée, et qu'il dira enfin à la tsarine: oui, Majesté, vous aurez un fils. Et la dame d'honneur qui est présente affirme qu'Alexandra est tellement bouleversée qu'elle glisse aux genoux de Philippe et qu'elle baise ses mains. Alors il semble en effet que M. Philippe, outre le tsar Nicolas II et l'impératrice Alexandra, ait rencontré un certain nombre de têtes couronnées en Europe. Il a eu des contacts avec la Prusse, il a eu des contacts avec l'Angleterre, avec la Belgique, sans doute aussi avec l'Italie et sans doute aussi avec d'autres pays. Malheureusement, ces contacts-là sont peu ou pas documentés en dehors de quelques minimes témoignages. C'est bien regrettable. Seules les relations avec la Russie sont parfaitement documentées, et principalement grâce au dossier de police d'ailleurs. Il est utile de prier, non pour alléger ses souffrances, mais pour demander la force, le courage. Il faut demander seulement quand les souffrances deviennent intolérables, nous empêchent d'agir. On est au bout de ses peines lorsqu'on est heureux de ses peines. Alors voilà le fameux dossier. Merci. Dès l'instant où Philippe fait l'objet d'une surveillance policière tout à fait rapprochée, d'une part, il ne peut pas sortir de chez lui sans être filé par la police française, et d'ailleurs aussi parfois filé par la police russe, mais c'est une autre affaire. Il est filé par la police française, son épouse l'est également, sa fille l'est également, et son gendre l'est également. Donc toute la famille fait l'objet d'une surveillance. Parallèlement à cette surveillance physique, eh bien, M. Philippe voit son courrier, y compris des documents importants échangés avec la cour de Russie. Eh bien, son courrier est ouvert, les lettres sont interceptées, elles sont lues, copiées, et ensuite elles sont remises à leur destinataire, qui, a priori, n'aurait pas dû s'en rendre compte. Mais Philippe s'en rendra compte finalement, et il finira par user d'un stratagème. Il va commencer à chiffrer sa correspondance. Et du coup, le service du chiffre français sera sur les dents, puisqu'ils vont chercher à décrypter les messages que Philippe va transmettre
donc par les voies ordinaires, de manière chiffrée. Et puis parallèlement à ça, lorsqu'il se rend compte que malgré le chiffrage des documents, eh bien, il continue à être intercepté, étudié et lu, eh bien, il utilisera des voies parallèles, il utilisera des coursiers qui remettront directement, enfin qui permettront les échanges directs entre Saint-Pétersbourg et Lyon. Ces coursiers étant à la solde du tsar. Nous avons toutes sortes de témoignages, des lettres de dénonciation évidemment. Mais ce qui est intéressant, le plus intéressant à mon sens, ce sont tout de même les rapports de police. Voilà, ça c'est le commissaire de police de l'époque qui écrit au préfet et qui lui dit qu'il a l'honneur de lui transmettre la copie de 2 nouveaux télégrammes expédiés donc d'Alsace au docteur Lalande, le gendre de M. Philippe. Si le préfet est amené à s'intéresser à l'affaire Philippe, puisqu'affaire il y a, c'est parce qu'il en a reçu l'ordre du gouvernement français. Il se trouve que le gouvernement français a été alerté sur le cas de M. Philippe pour une raison simple. Lorsque le tsar Nicolas II s'est rendu à Compiègne en 1901 et qu'il s'y est entretenu avec M. Philippe, il s'est rendu compte que M. Philippe n'avait pas autorité pour exercer en France la médecine, c'est le moins qu'on puisse dire. Souvenons-nous qu'il avait été chassé de l'école de médecine de Lyon, puis ensuite qu'il avait été condamné à plusieurs reprises par le tribunal pour exercice illégal de la médecine. Nicolas II s'en est inquiété et a souhaité en quelque sorte régulariser la situation de M. Philippe, et il a tout simplement demandé au ministre de l'Éducation de l'époque d'accorder à M. Philippe un doctorat en médecine. Le ministre, sans doute, on imagine assez surpris, a expliqué à Nicolas II ou à son entourage que les choses ne se passaient pas ainsi en France, qu'il fallait passer des examens et que, quoi qu'il en soit, compte tenu, je dirais, à la fois du cursus et de la carrière de M. Philippe, cette chose était tout à fait exclue. Ce sur quoi le tsar Nicolas II a dit, en quelque sorte, ça ne fait rien, je m'arrangerai tout seul. Effectivement, c'est ce qui s'est produit, puisque quelques mois plus tard, il fera décerner par la faculté de médecine de Saint-Pétersbourg un doctorat en médecine à M. Philippe. Mais du coup, le gouvernement français s'est inquiété et a cherché à savoir véritablement qui était ce personnage qui, tout d'un coup, aux yeux de Nicolas II, prenait tant d'importance, et la surveillance policière a commencé. Alors nous avons là un télégramme chiffré qui a été traduit par le service du chiffre du ministère de l'Intérieur. Voilà les chiffres, voilà le télégramme tel qu'il est arrivé. Et alors tout n'a pas été traduit, visiblement il y a des blancs. La traduction donne ceci: Marie, malade, douleur partout, rhume, toux, température élevée, supplie demander réponse par le télégraphe à moi. Salutations toute famille, signé Joséphine. C'est un télégramme qui sans doute arrivait de Russie. On se rend bien compte à la lecture de tous ces documents que demande-t-on à M. Philippe? On lui demande d'intervenir dans des cas jugés difficiles, sinon désespérés, de guérir des malades, d'intervenir dans des affaires spirituelles d'une manière générale. Il n'est que très rarement question ici, voire jamais, de politique. M. Philippe agit avec la noblesse russe comme il agit avec les petites gens à Lyon. Et sa fonction consiste à soigner les malades et à leur porter assistance à la fois physique et morale. Et c'est ce qu'il fait avec la noblesse russe aussi. Nous avons là un télégramme signé Philippe. Avons reçu dépêche, merci. Vous attendons tous. Amitié. Philippe. Adressé à Lalande. Un télégramme dont la police a gardé l'original. Dès l'instant où M. Philippe se rend en Russie, il y a une campagne médiatique, qui d'ailleurs semble orchestrée par la police politique russe, contre lui. Les journalistes sont informés, et sans doute faut-il chercher à qui profite le crime. Ils sont informés, et la presse de l'Europe tout entière se met à parler de M. Philippe comme étant le nouveau conseiller occulte du tsar. On a dans ce dossier d'ailleurs toutes sortes de coupures de presse de l'époque qui viennent de différents pays d'Europe, mais aussi particulièrement en France, et on s'aperçoit effectivement que M. Philippe, tout d'un coup, acquiert une célébrité internationale à travers les échos que la presse rend de ses faits et gestes, y compris quelquefois des faits et gestes inventés, notamment sur tout ce qui touche à ses voyages en Russie.
Or, sait-on ce qu'est Philippe? Un escroc, un vulgaire escroc, qui s'est enrichi dans son officine de la rue Tête d'Or en exploitant la crasse bêtise des vieilles maboules qui croient aux esprits et aux tables tournantes. On voit là qu'il n'a pas que des amis. C'est très précieux évidemment pour l'historien, parce que nous avons dans ce dossier toutes les coupures de presse qui à l'époque qui pouvaient le concerner. Alors voilà une note de police. Philippe, accompagné de Madame Lalande, c'est-à-dire de sa fille, et de 2 dames inconnues, est arrivé hier soir à 1h30. Il a donné sa séance à laquelle assistaient environ 150 personnes. On a là des témoignages très précieux, parce que ces témoignages de la police, évidemment, confirment ce que nous savons par ailleurs de ses disciples. 150 personnes, c'est énorme, hein. Environ 150 personnes, parmi lesquelles un capitaine au long cours venant de Bordeaux pour se faire piquer. Philippe est reparti vers 3h, il s'est rendu au numéro 33 de la rue de l'Hôtel de Ville. On voit à quel point il est filé. Il était facile à la police d'infiltrer un espion, ce qu'elle fit, afin de savoir précisément ce qui se disait dans les séances et ce qu'il s'y faisait. Ce qui d'ailleurs, encore une fois, est extrêmement précieux pour l'historien, parce que nous avons là un témoignage, je ne dirais pas objectif, mais en tout cas intéressant et complémentaire du témoignage de ses disciples. Pendant la maladie de Madame Lalande, donc de sa fille, et après sa mort, Philippe et son gendre reçurent des hauts personnages de la cour de Russie, où son influence s'est accrue encore depuis la naissance du tsarévitch. Une quantité énorme de télégrammes comptant de 30 à 50 mots, à 8 francs l'un, tout est précisé, hein, et parmi ces dépêches de condoléances, l'une était signée de l'empereur Nicolas. Nous sommes là au moment où Philippe perd sa fille Victoire. Voilà un article de la dépêche du 4 août 1905 qui annonce, selon le titre, la mort du guérisseur Philippe. Il a le cœur déjà profondément atteint, comme tous les guérisseurs lyonnais. Tous les guérisseurs lyonnais qui se réfèrent sur le plan de l'essence profonde de la ville à Lugh, le dieu guérisseur, le dieu solaire, sont touchés au cœur, Lugh étant le dieu du cœur. Il sera touché au cœur, et d'autant plus qu'il va perdre sa fille Victoire, qu'il adore, qui est un peu la fée inspiratrice du sage. Il va la perdre, elle va mourir brusquement, et il le dira lui-même, cette mort m'a crucifié vivant. Cette mort, et ceux qui l'ont dit d'ailleurs, le rapproche de nous, car tout en étant un sage, un très grand maître, il est capable de souffrir comme tout être humain. Mais il ne se remettra pas de cette mort, et il va mourir lui-même en 1905, au début d'août, au Clos Landard, brusquement assis dans un fauteuil. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus, pratiquement pas tout au moins, et il ne peut pas dormir dans son lit. Il est obligé de dormir dans un fauteuil, assis durant des nuits et des nuits. Tous ses élèves, les Papus, les Lalande, les Sédir, tous les autres viennent le voir. Maître, que pouvons-nous faire pour vous aider? Et lui de leur répondre simplement, aimez-vous les uns les autres? Et puis, connaissant l'être humain et lisant en eux, vous ne pouvez pas aimer votre prochain comme vous-même, alors si vous ne pouvez pas, faites seulement comme si vous l'aimiez. La mort n'est rien. C'est une simple apparence. Elle est identique à la naissance. La naissance même est peut-être plus douloureuse. L'âme vient sans y songer, sans le savoir. Un moment, elle a un peu mal au cœur, et c'est fini. Je suis la porte. Personne ne peut mourir sans me voir, sans que je le voie. La tombe est fleurie en permanence, toute l'année, et même certaines périodes où elle croule sous les fleurs. Si vous venez un dimanche des Rameaux,
qui était le jour où M. Philippe avait dit de lui souhaiter sa fête, puisqu'il disait quand est-ce qu'on doit vous souhaiter votre fête? Il avait dit souhaitez-moi ma fête le dimanche des Rameaux. Donc ici, le dimanche des Rameaux, vous ne pouvez pas approcher de la tombe, il y a je crois pouvoir dire des centaines de personnes maintenant qui se réunissent. Vous avez aussi juste derrière la tombe de M. Chapas, famille Jean Chapas. Ici repose Jean Chapas, décédé le 2 septembre 1932 à l'âge de 69 ans. Et remarquez là, ce qui est marqué en bas de la pierre, « Veillez et priez, le ciel peut tout ». Juste là en face se trouve la tombe de Berthe Matonnet qui assistait Maître Philippe quand il faisait ses expériences rue du Bœuf pour essayer de mettre au point ce remède qui devait amener beaucoup, l'héliosine. Cette tombe était complètement à l'abandon il y a quelques dizaines d'années en arrière et depuis, eh bien, vous voyez, elle vit toujours, elle est entretenue, il y a des fleurs, donc, eh bien, c'est pas sans raison, je pense. De la manière dont je vois le fleurissement de la tombe, dont je vois au moment des rameaux le nombre de personnes qui viennent prier sur la tombe, quand on voit tous ces petits mots, toutes ces petites suppliques, toutes ces petites prières qui sont mis dans l'écorce de l'arbre derrière, et on peut simplement dire qu'effectivement il y a de plus en plus de monde qui se rapproche de M. Philippe, mais qui sont aujourd'hui en recherche. Il faut faire des efforts de ce côté, car nous travaillons pour après la mort. Plus un être aura fait d'efforts dans ce monde, plus il sera conscient là-bas. Il a été enterré le 5 août et il est enterré à l'emplacement du rosier à l'extrême droite. Il faut savoir juste une chose, c'est que la foule remplissait jusque tout en haut de l'allée et serré. Les gens étaient serrés. Le cercueil, quand il a été transporté, a failli tomber plusieurs fois. Bon. Bientôt terminé ce Philippe. C'est jamais fini, mais... J'ai repris la main parce qu'il avait la main trop pâle. On en reprend un petit bout, puis tout est à reprendre. Peinture, en fait, faut pas que ce soit trop exactement la personne. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un ensemble de visages de Philippe en un seul, quoi. Bon, je ne sais pas si ça marche. Mais je crois qu'on tente toujours, quand on fait de la peinture, peut-être même quand on fait autre chose, une photo ou un film ou de l'écriture ou de la musique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'assembler des notes, c'est d'avoir une technique, il faut aussi que ça ressemble à quelque chose, quoi. Et la ressemblance, c'est pas comme on le pense souvent, le fait qu'un visage ressemble à la personne au sens physique du terme, au sens photographique, mais qu'elle ressemble à quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'être. Et ben ça, c'est pas simple. C'est l'éternelle histoire. Bien sûr. Est-ce qu'on y arrive? Ça, c'est autre chose. Je dis pas que j'y arrive. C'est ce que l'on tente. Quand on peint, par exemple, un corps nu, mettons,
passe par le corps, vraiment. On le dépasse ou on ne le dépasse pas, mais on passe vraiment par le corps. Alors, quand on peint quelqu'un comme Philippe, c'est tout de suite ce qu'il y a derrière le personnage. Il y a un corps, bien sûr, mais il n'y a pas d'éros, quoi. Il n'y a pas de vibration particulière par rapport au corps lui-même. C'est le fond. On est tout de suite en face d'un fond, quoi. Bon, je m'explique mal, mais c'est Maître Philippe, quoi. Voilà. Bon. C'est une entité, quoi. Plus qu'une... D'une certaine façon, oui. Oui, alors, effectivement, qui était Maître Philippe, ça c'est encore une autre histoire. J'ai bien l'air de parler en maître. C'est que j'ai un maître qui peut tout. Moi, je ne puis rien. Il est devant moi et je suis derrière vous. Et je vous ferai marcher quand vous n'avancerez pas. Ce que je fais, je le referai encore, car je n'ai jamais fait le mal. J'ai été inculpé, c'est très vrai. J'ai été bien insulté, mais j'ai la grande satisfaction d'avoir toujours rendu le bien pour le mal. On voudrait savoir comment il faut faire pour arriver vite. Rien de plus simple. Il faut se souvenir que l'homme n'est rien et qu'il est tout. Celui qui croit savoir ou estime être quelque chose n'est rien. Ah, on vous fait des sottises, on vous bafoue. Qu'est-ce que cela fait? Le Christ aussi a été bafoué, mais lui, cela ne fait rien, tandis que vous, c'est une autre affaire. Ah, que ceux qui sont revenus après l'avoir bafoué ont eu à souffrir. En vérité, je vous dis, si vous faites des efforts pour ne pas dire du mal de votre frère, le ciel ne vous refusera rien. Aimez-vous les uns les autres, et je vous promets qu'à votre mort, une seule pensée de vous m'amènera vers vous. Je serai là.